c'est parti à présent pour Planète Marché avec beaucoup de sujets à aborder en cette fin de semaine et deux experts en plateau pour décrypter ces tendances de marché avec nous. Vincent Lecartier est avec nous tout d'abord, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave et à côté de vous Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bon, donc je le disais en introduction, beaucoup d'actualités sur lesquelles revenir sur la dernière semaine notamment, et comment ne pas débuter cette émission, même si bon, c'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité sur le changement de ton de la Fed. On va peut-être commencer avec vous, Vincent Lecartier. Changement de ton de la Fed il y a un peu plus d'une semaine. On entre finalement dans une phase où la Fed commence à préparer les marchés à la possibilité que son soutien se réduise. Là, on évoque deux hausses de taux en 2023. Et puis ensuite, il y a le défilé des gouverneurs de la Fed qui viennent expliquer que certains sont plutôt pour une hausse dès 2022, d'autres expliquent qu'il faut attendre encore un petit peu avant de se positionner sur le sujet. Votre analyse, Vincent Lecartier, sur ce contexte en fait où d'un côté on a l'impression qu'on entre dans une nouvelle période, de l'autre on a l'impression qu'il y a beaucoup de prudence et puis il y a un peu de bruit autour finalement. Il y a mécaniquement beaucoup de malaise de la part des différents gouverneurs parce que les circonstances sont absolument extraordinaires en termes de croissance économique. On ne sait pas exactement ce qu'on va avoir et notamment ça dépend beaucoup des soutiens budgétaires qui vont effectivement être votés ou non par l'administration, enfin par le Congrès américain. Bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on a des statistiques d'inflation qui elles aussi sont extrêmement volatiles. Il y en a une partie qui est probablement anormalement volatile et donc temporaire, et une autre qui est probablement plus persistante, et c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Je pense que certains gouverneurs se positionnent aussi un petit peu en amont sur il va de toute façon falloir durcir progressivement la politique monétaire américaine. Donc certains d'entre eux, je pense, se positionnent déjà un petit peu en amont sur ce discours. D'autres, à l'inverse, pour préparer finalement les marchés, pour se dire de toute façon comme ça arrivera, tant qu'à faire, autant commencer à en parler. Oui, et je pense que de toute façon il y a un jeu de discours au sein des banques centrales qui est toujours le good cop, bad cop, à essayer à la fois de satisfaire les marchés financiers avec un discours plutôt accommodant. Bien sûr, et en face de ça, rassurer aussi certains intervenants des marchés en disant vous inquiétez pas, on est quand même vigilant, si l'inflation devait être un peu trop forte, on serait là quand même pour essayer d'intervenir. C'est ça, on rassure tout le monde finalement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de réaction extrême de part et d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'avec le niveau d'endettement actuel des États-Unis, avec la part des émissions de dette de l'État fédéral qui sont captées par la Fed, si jamais vous provoquer un petit peu trop de nervosité sur le niveau des rendements obligataires, là ça pourrait très vite déraper en termes de structure de coûts pour l'État. Ça serait vite maîtrisé parce que la Fed est là. Par contre, pour les entreprises, et vous avez énormément d'entreprises en démarrage de cycle comme ça qui sont encore fragiles financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser déraper trop vite la charge des intérêts des entreprises. Donc vous êtes obligé pour le moment d'avoir un discours très apaisé, et de toute façon l'inflation c'est une bonne chose. Objectivement c'est une bonne chose pour à la fois les agents économiques endettés parce que vous allégez la charge réelle de la dette, et par ailleurs même pour l'État en dehors de la charge de la dette, lorsque vous avez une augmentation des prix, au bout du compte, ça veut dire que vous avez une base taxable qui est plus importante. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Si vous avez la perspective d'augmenter vos prix, là aussi ça vous donne envie d'investir. Donc derrière, il y a toute une dynamique favorable pour relancer l'économie. Et même pour les ménages, si vous vous dites que les prix vont augmenter, j'ai intérêt à me dépêcher à consommer. Donc là encore... On peut le voir comme ça effectivement, parce qu'on pourrait aussi, effectivement, il y a tout un débat sur l'inflation, et puis après on entendra Pierre Bismuth peut-être sur ce contexte général avant de venir réellement sur l'inflation, mais on peut voir ça effectivement, si on sait que les prix vont monter, autant acheter tout de suite, ou se dire peut-être que l'impact sur le ménage américain de la hausse des prix, ce sera qu'il ne consommera plus du tout si jamais les prix montent trop. À condition de ne pas avoir de hausse de salaire.
C'est là que se corrélation. pose la question du décalage potentiel entre les hausses de prix et les hausses de salaire. Est-ce que les hausses de salaire sont satisfaisantes? Est-ce qu'elles sont bien réparties? On voit très bien aux États-Unis que vous avez une partie de la population qui a vu ses salaires très très bien se comporter l'année dernière et encore cette année. Par contre, vous en avez une autre qui, elle, a souffert, et heureusement que l'État était là pour amener des chèques très régulièrement, parce que sinon ça aurait posé des véritables problèmes. Alors on va rentrer effectivement dans ces deux piliers, hein, l'emploi et l'inflation. Juste avant, Pierre Bismuth, sur ce contexte un petit peu particulier, on essaye de prendre du recul, on commence à en avoir un petit peu. Ça fait à peu près une semaine et demie que les marchés et les analystes et les gouverneurs de la Fed réagissent donc à ce changement de ton. On ne parle pas encore de tapering, mais on évoque donc une possibilité de remontée des taux. Comment est-ce que vous voyez finalement ce contexte actuel? Alors nous, chez Miriam AM, on pense que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors est-ce que c'est vraiment un changement de ton? Je suis pas sûr. D'accord. C'est plus une évolution naturelle qui fait qu'on a subi une récession extrêmement forte en 2020 absolument, et en 2021, on sort de la pandémie. On est assez sûr que la vaccination fonctionne bien, l'économie s'ouvre à nouveau, et on dit, en fait, on va commencer à envisager de normaliser notre politique monétaire. Effectivement. C'est vraiment quand même très très pesé. Et puis on va envisager 0,5 de hausse des taux en 2 fois en 2023. Moi, je trouve que justement, ça donne une perspective quand même de soulagement. On se dit, on va pas avoir les États-Unis qui vont entamer une politique de taux négatifs comme en Europe. On n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Et c'est pour ça, à mon avis, que les marchés ont plutôt très très bien réagi. C'est qu'on a eu des taux d'inflation élevés. Finalement, les banquiers centraux ont dit ça va probablement être temporaire. Et c'est vrai qu'il y a un effet de base qui est monstrueux. Et normalement, on devrait encore avoir un chiffre en juin qui va être très élevé. Et ensuite, on devrait voir un taux d'inflation annuel qui se calme progressivement, puisque il y a un an, en fait, le pétrole était entre 0 et $20. Et il est à 76 ce soir, effectivement. Voilà, donc en fait, on est quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le prix du pétrole, on n'a pas franchement d'analyse poussée chez nous, mais en tout cas, la dynamique des prix nous donne le sentiment du marché sur la croissance future. Donc, on a des banquiers centraux qui sont plutôt accompagnants dans ce que pense le marché. Donc, un prix du pétrole qui dit on va avoir une croissance plutôt robuste dans le futur. Des banquiers centraux qui disent on a de l'inflation transitoire, mais on va quand même entamer une stratégie de sortie de crise. Et on sait que la Fed est quand même extrêmement accommodante depuis justement ce que Vincent disait, le tapering. C'est que le tapering était une erreur de communication qui a été extrêmement mal perçue. Et en fait, les banquiers centraux sont plutôt forts et ils apprennent de leurs erreurs. Et on voit bien que cette fois-ci, en disant on va commencer à normaliser la politique monétaire, le marché l'a très très bien pris. Le marché l'avait anticipé ou l'a très bien pris? Parce que oui, effectivement, on pouvait se douter que ça allait arriver. Après, on attendait. Moi, j'ai quand même cette question sur le timing. C'est quand on commentait les marchés financiers, on avait quand même l'impression que ça arriverait fin août à Jackson Hole, que d'ici là, on avait presque pris l'habitude que de toute façon, à chaque petite inquiétude des marchés, la Fed disait vous en faites pas, pour l'instant on est là et on sera là quoi qu'il arrive. Et puis là, d'un coup, on commence à changer de ton. On se dit tiens, est-ce que c'est en prévision d'autre chose à Jackson Hole? Est-ce que on est un peu pris de court? Est-ce que la Fed a été un peu pris de court en disant finalement l'inflation a trop progressé? Franchement, pour vous répondre, je pense que Jackson Hole au mois d'août, c'est quand même pas le timing parfait pour les annonces. C'est vraiment beaucoup mieux que ça soit mi-juin. D'accord. Avant l'été, avant qu'on parte en vacances. Exactement. Tout le monde est là. Non mais tout le monde est là et en fait c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une information où on dit la politique monétaire d'ici à 2 ans va être normalisée. C'est quand même beaucoup mieux que d'être certes c'est fin août mais c'est quand même beaucoup mieux. Vincent Lecartier, je vous vois sourire également sur le timing. Vous partagez l'avis de Pierre Bismuth sur le timing? Oui et non, sauf que en fait pour moi cette année est un petit peu particulière parce que le budget américain n'est pas bouclé. On ne sait pas exactement quelle est l'ampleur de ce qui va être relancé. Bien sûr. Donc on a bien l'idée qu'il va y avoir probablement 1000 à 1200 milliards sur les infrastructures. Est-ce qu'il y aura en parallèle un deuxième plan beaucoup plus
social réclamé par l'aile démocrate et pour lequel il faudrait faire un passage en force. Donc on n'a pas aujourd'hui exactement l'ampleur de l'enveloppe et le rythme auquel... Oui, on entend des démocrates dire que de toute façon, ça c'est pour le plan d'infrastructure de 1200 milliards et puis pour la santé, l'éducation, ils commencent à dire on fera sans les républicains s'il faut. Exactement. Oui. Pour moi, c'est bel et bien comme ça que ça va finir. C'est-à-dire que le premier plan se fait sans impôt. Et là, du coup, on est capable de trouver un consensus démocrate-républicain. Bien sûr. Le deuxième, par contre... sans nouvel impôt, parce qu'il sera quand même financé par l'impôt. Sans nouvel impôt, de contrôle, finalement. Sans nouvel impôt, ou en tout cas sans nouvel impôt sur les entreprises. Oui, là, bien sûr. Apparemment, les républicains bloqueraient complètement un passage de ce type-là. Par contre, sur le reste, les soutiens qui sont beaucoup plus sociaux, beaucoup plus politiques, là, par contre, il est probable qu'il faille trouver des financements par l'impôt. Et là, je pense que les démocrates feront un passage en force et se débrouilleront tout seuls avec le Congrès pour essayer d'obtenir cette deuxième tranche. Donc aujourd'hui, les marchés ne connaissent pas exactement l'enveloppe de ce qui va être envoyé sur l'économie américaine et à quel rythme ça va être ensuite fragmenté. Est-ce que c'est sur 5 ans, sur 10 ans? On ne sait pas. Tous ces éléments, on ne les connaît pas. Donc la Fed ne peut pas aujourd'hui savoir exactement quelle est l'ampleur de la croissance auquelle elle va devoir faire face. Donc elle ne peut pas non plus calculer correctement quelle est l'ampleur de l'inflation qu'elle va devoir essayer de maîtriser. Bien sûr, oui. Et au bout du compte, c'est très très compliqué de prendre une décision de politique monétaire en n'ayant pas ces éléments d'information. Donc, alors, pourquoi maintenant du coup? Pourquoi? Parce que c'est probablement vers le mois de septembre qu'on aura la décision fiscale aux États-Unis. Et donc, en fait, on prépare le terrain. Fiscal, budgétaire, je veux dire, pardon. Et donc, on prépare le terrain en se laissant la possibilité. Ça veut dire que pendant l'été, il y aura en fait des négociations entre les démocrates et les républicains. On saura à peu près quelle est l'ampleur du ou des packages budgétaires qui vont finalement être alloués. Et du coup, la Fed aura des éléments beaucoup plus concrets pour pouvoir derrière prendre une décision de politique monétaire. Donc décider le tapering, est-ce que je dois faire une réduction de 5 milliards par mois? Est-ce que je peux aller jusqu'à 10 milliards parce que finalement l'enveloppe budgétaire a été très fortement réduite. Donc du coup, la croissance économique sera plus ou moins forte. Tous ces éléments-là, elle a besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir décider. Et dernier élément, c'est aussi que les effets de base sur l'inflation seront très probablement calmés d'ici cet automne. D'accord. Oui. Donc elle aura d'une certaine manière une forme de normalisation aussi de certaines statistiques qui lui permettront d'essayer de se projeter un peu plus confortablement sur la suite. Avec une projection du coup à fin 2021 de 3,4% de la Fed. Donc effectivement, on imagine un ralentissement. Alors l'inflation, elle fait quand même couler beaucoup d'encre. On attendait du coup la statistique des revenus et des ménages aujourd'hui, donc qui laisse entendre, je disais en introduction, que l'indice PCE Core soit donc du coup à 3,4%. Le débat, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est durable et transitoire? Je disais tout à l'heure que selon Bank of America, on devrait rester sur une inflation élevée durant 2 à 4 ans. Alors le élevé n'était pas précisé, mais... Donc oui, chacun effectivement peut y voir ce qu'il veut, mais Pierre Bismuth, cette inflation, c'est vrai que Vincent Lecartier nous le disait tout à l'heure, et peut-être partagez-vous cet avis, peut-être pas, un peu d'inflation finalement c'est pas si mal de ce que vous nous disiez, mais il y a quand même ce sujet, premier sujet, c'est est-ce que c'est le seul indicateur que la Fed doit regarder? Jérôme Powell l'a rappelé en début de semaine, non, attention, on ne regarde pas que ça. Et deuxième indicateur, est-ce que c'est si transitoire que ça, alors que ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que c'est transitoire, mais que le transitoire s'allonge un petit peu? Alors ça fait 2 mois qu'on nous dit que c'est transitoire. Pour nous, toujours, ce qui est le plus important, c'est quand même la statistique de l'emploi, du taux d'emploi, du taux de sous-emploi. C'est ça le deuxième pilier regardé par la Fed. Et en fait, à partir du moment où on a 9 millions de jobs non pourvus aux États-Unis, pour plein de raisons. Ça peut être parce que les gens ne veulent plus retourner au travail, parce qu'il y a eu des aides qui ont été distribuées, donc les gens gagnent peut-être mieux leur vie. Oui, on a beaucoup lu ça, effectivement, que dans certains États démocrates, comme il y avait toujours des aides, les gens n'allaient pas forcément retourner pas au travail. Et ce qu'on a vu beaucoup, c'est des secteurs où les gens, en fait, la restauration, par exemple, avaient trouvé d'autres solutions et donc revenaient pas travailler. Et donc il y avait des secteurs en pénurie, finalement, de main-d'œuvre. Absolument. Mais ça, à la limite, c'est une phase complètement transitoire qui va se normaliser dans le futur. Donc, effectivement, c'est un épiphénomène et on a des crissements sur le marché de l'emploi qui ne sont pas encore complètement résorbés.
il faut pas non plus oublier que pour susciter de l'inflation, c'est quand même compliqué. Il n'y a qu'à voir le Japon, quoi. Le Japon, ça fait 30 ans qu'il essaye d'avoir de l'inflation. Si les États-Unis ont un taux d'inflation à 3 avec des taux à 1,5, des taux longs à 1,5, je ne suis pas sûr qu'on soit véritablement en danger. Le marché obligataire, en fait, croit pas forcément à cette statistique d'inflation très haute et pense véritablement que ça va être transitoire. D'accord. On verra quel sera l'état de la croissance normalisée, donc probablement en 2022, quand on sera totalement, enfin j'espère, sorti de cette pandémie. On peut l'espérer, oui. Et on aura finalement des gens complètement vaccinés et qu'on pourra mettre ça derrière nous et qu'on reviendra à un niveau normal de croissance économique. Pour l'instant, on a des marchés actions qui pensent que la Fed sera toujours là et on a en plus deux piliers, ce qui est quand même assez nouveau, d'avoir une politique monétaire extrêmement accommodante et une politique budgétaire où c'est quand même open bar. C'est franchement assez nouveau. Bien sûr, oui. On se souvient tous en Europe que ça n'a pas toujours été comme ça, notamment en 2011 avec le resserrement budgétaire sur la Grèce. Là, on a quand même une Fed, des États-Unis, comme d'habitude, leader sur la politique monétaire et la politique budgétaire. On a complètement suivi par l'Europe, ce qui est quand même une nouveauté. Bien sûr. Une nouveauté. Donc, franchement, il y a un certain nombre de pays membres à mettre d'accord. Moi, je pense franchement que pour le moment, sans vouloir faire d'angélisme, on a une sorte de marché ouateux où les actions sont plutôt très rassurées, à la fois au niveau budgétaire, au niveau monétaire, et des marchés obligataires qui se normalisent, mais en se disant, bon, à voir quand même si cette inflation va bouger. On a vu un pic d'inflation anticipée qui finalement commence à rebaisser et à revenir tranquillement dans les marges de manœuvre de la Fed. Oui, c'est ça. Donc, le marché est au diapason. Si on prend le 10 ans américain, bon, en fait, sur les premières anticipations d'inflation, il grimpait. Là, la Fed donne son anticipation d'inflation, donc 3,4% à fin 2021, et commence à parler d'une hausse de taux. Finalement, le marché, le 10 ans américain, et le break-even recule. On était au-dessus de 2,5 et on est passé à 2,4. Et là, je regardais avant l'émission le 10 ans américain. Ouais, on était quoi, à 1,53. On a un petit sursaut, effectivement, parce qu'il y a une statistique d'inflation, et puis et pas plus. Vincent Lecartier, même question. Du coup, on a déjà un peu parlé de l'inflation, mais c'est un non-sujet aujourd'hui, ce durable transitoire. C'est intégré par les marchés. Finalement, c'est pas là où il faut se focaliser. Il faut regarder plus l'emploi. Au risque de me répéter, pour moi, c'est le principal sujet, c'est avant tout l'ampleur de la relance budgétaire qui est faite. C'est ça, effectivement. Il suffit de voir le plan sur les infrastructures. Au départ, on devait faire un plan de 2250 milliards. Là, finalement, ça sera entre 1000 et 1200 milliards. On se souvient des effets d'annonce successifs. Donc on divise quasiment par deux l'ampleur du plan de soutien. Donc si vous divisez par deux derrière l'ampleur de la croissance économique américaine, vous divisez aussi par deux l'ampleur de l'inflation. Donc à 1,50, j'exagère, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être monter jusqu'à 2 ou 2,50 au bout du cycle de remontée du 10 ans américain. Mais il n'y a pas de stress particulier pour un gérant obligataire, pour moi, à ce niveau-là, si effectivement l'ampleur des soutiens est finalement beaucoup plus modeste. Par ailleurs, les pays émergents aujourd'hui sont dans des situations quand même assez complexes. Grosso modo, ils n'ont pas de vaccin aujourd'hui, pour ainsi dire. On voit bien que ça provoque derrière énormément de friction au niveau des productions internationales. Donc, est-ce que l'économie est aussi puissante que ce qu'on peut espérer ? Peut-être. C'est clair qu'il y a de la consommation de rattrapage, de vengeance. D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a de l'accélération, effectivement, mais est-ce que c'est solide derrière ? Pour moi, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas un mirage quand même avec il y a beaucoup d'incertitudes, en fait, encore aujourd'hui, sur l'ampleur de la croissance. Moi, je ne suis pas certain que les 7% que beaucoup de gens imaginent pour la croissance américaine, je ne suis pas certain qu'ils soient acquis. Simplement parce que si vous manque des semi-conducteurs pour produire des voitures, il y a tout un pan de l'activité américaine qui, vous avez beau envie de produire, vous ne pouvez pas produire parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et du coup, c'est des prévisions qui sont faites sur ce côté transitoire. Donc on parle de l'inflation transitoire, mais également des pénuries de semi-conducteurs ou autres de certaines matières premières qui, elles aussi, seraient transitoires. Ce que vous nous dites, c'est attention, le transitoire peut durer un petit peu et ça peut avoir des conséquences sur les prévisions de croissance. Il faut pas non plus complètement écarter l'hypothèse d'un peu de stagflation. C'est-à-dire d'avoir en réalité une croissance qui
qui soit toujours forte, mais qui ne soit pas forcément à la hauteur des espérances, et une inflation qui soit peut-être un peu plus durable. Donc les marchés, je pense qu'il va falloir faire attention à beaucoup de paramètres, et en tout cas surtout ne pas surestimer la croissance. Moi, je reste très optimiste sur les actifs offensifs, donc matières premières, actions. Je pense que le cycle est positif, mais par contre, il faut peut-être pas être hyper agressif. Et c'est peut-être là où je pense que les marchés obligataires ont un temps d'avance par rapport au marché d'actions, qui est de dire, oui, mais peut-être que la croissance n'est pas aussi puissante à la fois cette année, parce qu'il y a des blocages techniques qui font qu'on ne peut pas produire autant qu'on aimerait. Bien sûr. Les gens dans les services ne viennent pas travailler autant qu'on pourrait l'espérer. Donc là aussi, ça fait une moindre activité que ce qu'on pouvait imaginer. Et sur le long terme, si vous n'avez pas les plans de soutien aussi forts que vous pouviez l'espérer, bah là aussi, vous avez une croissance sur la durée qui ne sera pas forcément très puissante. Donc les marchés obligataires, pour moi, aujourd'hui, ont peut-être cette vue qui est de dire, finalement, la croissance, elle est peut-être pas aussi puissante que ça. Et pour les actions, c'est pas un problème. En début de cycle, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez rester exposé. Justement, les marchés actions, là, pour le coup, peu importe ce qui se passe, ça continue à grimper. La question, c'est à quelle vitesse ça grimpe. Et là, je regardais par exemple sur le mois. Alors, on n'est pas encore à la fin du mois de juin, il reste quelques jours, mais bon, globalement 3% pour le CAC 40 sur le mois, le S&P 500 2%, le Nasdaq, on nous avait effectivement un petit peu expliqué qu'il y avait une rotation sectorielle et qu'on sortait des valeurs de croissance ou des techs. Là, sur les actions, tout va bien pour l'instant, Vincent Lecartier. La rotation sur le Nasdaq, vous l'aviez déjà eu le trimestre précédent, exactement au même moment. C'est-à-dire que dans la période précédant les publications de résultats, vous avez très probablement pour les valeurs industrielles cycliques, vous avez probablement des doutes sur leur valorisation, sur leur capacité à délivrer, à la fois d'abord à produire. Une fois encore, vous avez des problèmes à vous fournir en un certain nombre de produits. Donc déjà, à ce niveau-là, les entreprises cycliques peuvent avoir des problèmes au niveau dans la phase de publication et derrière dans la phase de rassurer le marché sur les perspectives. Donc vous faites quoi? Vous voulez rester exposé sur les marchés actions. Vous dites les technos n'ont rien fait. D'habitude, elles ont une croissance de 20, 30, 40% régulièrement. Elles n'ont strictement rien fait, ce qui fait que leur valorisation mécaniquement, en réalité, s'est détendue pendant cette phase. C'est pas forcément idiot de faire un peu de rotation, prendre des bénéfices sur les valeurs cycliques et value qui ont très bien fonctionné et sur lesquelles vous avez un peu de danger sur cette phase de publication. Et vous reportez sur les technos, au moins pendant cette phase. Et derrière, on réfléchit. Pierre Bismuth, même question sur ces marchés financiers. Finalement, tout est au vert, du moins en apparence, sur les marchés actions. Oui, alors c'est vrai que tout est au vert. C'est vrai qu'on peut pas, on sait même pas quoi commenter puisque effectivement c'est au vert. Alors on a l'Europe qui enfin. Oui, l'Europe ça devient un sujet, bien sûr. Oui, enfin va prendre des couleurs, mais enfin ça faisait des années qu'on attendait ça, donc c'est bon. On va voir si l'année 2021 est précurseuse dans la remontée de l'Europe dans le top mondial. Mais bon après, franchement, sur l'Europe, il faut quand même vraiment pas s'emballer. On est à des années-lumière d'une valorisation américaine. On est toujours très très en retard. Alors oui, on fait une bonne année, mais c'est pas non plus. On a quand même un CAC 40 pour le coup en France, soyons chauvins un petit peu, qui fonctionne très bien et qui a une des plus belles accélérations des indices en 2021. Oui, non mais voilà, en 2021, voilà. Donc ça fait en 2021. mois, donc voilà, ça fait 6 mois, nous pouvons sabler le champagne. Alors que c'est vrai que vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup les marchés américains parce qu'il y a des introductions en bourse, parce qu'il y a une croissance incroyable, mais comme ils l'ont fait sur le financement des vaccins, on n'hésite pas à financer l'économie, quitte à se tromper, mais c'est pas grave. On a vraiment une volonté de croître et c'est quand même, je pense, vraiment intéressant comme marché parce qu'il y a de la vie, il y a de la mort et c'est vrai que bien sûr, beaucoup. Alors on commence à le voir enfin en Europe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés européens, mais tout ça mérite d'être vraiment consolidé, notamment en Europe. Après, sur le niveau de valorisation des marchés, c'est vrai que quand on voit la tech et quand on voit les FANG ou les GAFAM, bien sûr,
on peut pas se dire que une boîte comme Facebook ou une boîte comme Alphabet, ça soit à des niveaux de valorisation délirants. Alors effectivement, il y a beaucoup de... Microsoft a 2000 milliards de capitalisation boursière, on n'est pas sur quelque chose de délirant encore. Non, mais en fait, vous regardez juste les métriques de valorisation d'une entreprise. Donc, alors, j'ai Facebook en tête, on doit être à 24 de PER, c'est beaucoup, mais on n'est pas du tout avec des taux proches de zéro. C'est pas une valorisation délirante. C'est vrai qu'il y a un effet taux important, mais globalement, en fait, tout ce qui fait des bénéfices et qui a beaucoup de croissance n'a pas de valorisation délirante. Après, vous avez effectivement un pan de marché qui est moins compréhensible. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les marchés américains, c'est que on n'hésite pas à avoir finalement quelque chose qui vrille pour essayer de trouver le prix d'équilibre. Et effectivement, moi, je ne sais pas combien vaut Tesla, mais en tout cas, le marché le cherche. Et plus ou moins activement selon les périodes, mais oui, effectivement, ça on le cherche. Mais est-ce que c'est pas finalement le boulot du marché de faire ça? Mais est-ce que le marché le cherche, ou est-ce que, et j'ose un parallèle avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, Vincent Lecartier, sur cette reprise économique qui était peut-être un mirage ou pas aussi forte, ou en tout cas à vérifier si elle était aussi forte. Est-ce que là on parle des techs, mais en fait quand on parle des techs, on parle de 5 entreprises maximum, ou en tout cas celles qui ressortent le plus souvent. Est-ce que le marché cherche, ou est-ce que le marché va vers ces très grosses entreprises qui rassurent, que ce soit Tesla, Microsoft, Google ou autres, et avec d'autres techs, par exemple, si on reste dans le secteur des techs, qui resteraient un petit peu à la traîne? En tout cas, vous avez tout ce qui fonctionne très bien en ce moment sur le Nasdaq, et nous on en a dans certains fonds, c'est effectivement les grosses techs qui ont beaucoup de croissance et beaucoup de résultats, et qui battent structurellement leurs résultats trimestre après trimestre. Après, vous avez, et on en a aussi, mais ça c'est une partie beaucoup plus spéculative, une boîte comme Pinterest qui ne fait pas de résultats. Vous avez une volatilité du prix qui est en rapport avec les espoirs que peuvent susciter cette société, mais qui ne fait pas encore de résultats et qui n'a pas monétisé sa base de... Alors est-ce que ce sont des clients ou des usagers, je ne sais pas. Mais et le marché cherche en fait cette valorisation. Et c'est vrai que là, on a un effet taux extraordinaire sur des boîtes qui n'ont pas de résultats. En revanche, les boîtes de croissance qui ont des résultats structurellement très forts, l'effet taux, oui, c'est des épiphénomènes, c'est des respirations, mais on revient très vite sur la tendance naturelle de la valorisation de ces sociétés. J'aimerais continuer un peu en Europe, Vincent Lecartier, si ça vous va. On va du coup revenir sur l'inflation. On en parle beaucoup aux États-Unis, puis là, depuis le début de la semaine, on sent que c'est un sujet au moins commenté en Europe. Est-ce que c'est un sujet réellement ou pas? C'est vous qui allez nous le dire, mais on voit les PMI qui sont publiés, qui montrent qu'il y a une reprise de la demande des directeurs d'achat. Directement, on dit attention à l'inflation. On voit la Banque centrale d'Angleterre qui s'exprime et qui dit pour l'instant on garde notre politique accommodante, mais tout de suite on parle d'anticipation d'inflation à la hausse et on va vers donc 3% alors qu'on était sur un objectif de 2% avant. Est-ce que l'inflation est en train de devenir un sujet en Europe, ou est-ce qu'il y a un petit côté mimétisme par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis et c'est encore un petit peu de bruit? Quand vous êtes la Banque Centrale Européenne qui n'a qu'un seul mandat, c'est-à-dire l'inflation, oui, c'est un sujet. C'est un sujet, oui. Sauf qu'elle est en train de réfléchir à la fois à ses objectifs et à ses instruments d'intervention. Donc, est-ce qu'elle gardera de façon fixe le 2% qui jusqu'à là prévalait? C'est pas certain. D'accord. Il est probable qu'elle fasse comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur une moyenne. Plus ou moins 2%, on ne sait pas jusqu'où est le plus, jusqu'où est le moins, mais voilà. donc... Voilà, donc, et sur quelle période? Est-ce que vous intégrez le fait que pendant 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas réussi à atteindre vos 2%? Et donc à ce moment-là, vous faites comme aux États-Unis, vous vous dites sur 10 ans, je peux être au-delà des 2%, ça ne me pose aucun problème. Se rajoute à ça la question de l'élection en Allemagne. Oui, alors parce que c'est quand même parce que les choses s'imbriquent un petit peu, c'est-à-dire que en fonction de ce qui ressortira du nouveau gouvernement allemand cet automne, vous aurez une volonté plus ou moins rapide de revenir à l'austérité, ou au contraire de rester pro-européen avec des soutiens budgétaires significatifs, voire même
au-delà du premier plan qui a été accordé l'année dernière de 750 milliards. Peut-être qu'il y en aura un deuxième qui se débloque qui pourrait se débloquer. Mais voilà. Depuis le début de cette Donc, semaine. il faut bien garder ça en tête, c'est que en Europe aussi se pose cette question, et en fonction de ces paramètres-là, vous avez une quantité d'obligations qui vont être émises par les États. Et donc derrière une capacité de la Banque Centrale Européenne à respecter ses quotas de un tiers, pas plus, des dettes de chaque État. Donc vous avez un certain nombre d'aspects techniques et politiques qui sont en train de se percuter les uns avec les autres. Donc pour moi, là aussi, la Banque Centrale Européenne est obligée, parce que c'est son mandat, de parler d'inflation, mais c'est évident qu'elle n'a pas envie d'en parler. Elle n'a absolument pas envie d'en parler. Elle a envie de parler plutôt d'écologie. Oui, plutôt que de parler d'inflation. Ça se ressent dans les plans de relance, pour le coup, si rien que le plan de relance français. Et on aura de l'inflation à cause de l'écologie. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête. C'est Bien sûr. Oui. Le fait de changer complètement de structure énergétique, ça veut dire que vous allez pendant plusieurs années augmenter de façon structurelle l'inflation. C'est obligatoire. On sait très bien que vous allez devoir garder deux systèmes industriels en parallèle. D'accord. Et ça a un coût. Ça a un coût. Si vous imposez du CO2, à l'entrée du territoire européen, ça veut dire que beaucoup de produits qui venaient des pays émergents et qui jusque-là rentraient sans impact un CO2 particulier, le jour où ils rentrent avec un impact CO2, de l'inflation, vous en aurez en Europe. Peut-être que vous aurez même des créations d'emplois en Europe avec un peu de chance. C'est un autre sujet. Donc c'est finalement une bonne nouvelle pour avoir un petit peu d'inflation, parce que c'est bien sûr. Là pour l'instant on est à 1,9%. On n'est pas dans un problème de surchauffe de l'inflation pour l'instant. Non, en zone euro. Je reviens quand même sur un petit point sur ces élections allemandes. Vous en avez parlé effectivement. Alors on ne sait pas encore qui sera élu, mais on sait quand même que si Angela Merkel laisse la place, le programme en tout cas de la CDU a été publié. On sait qu'ils vont devoir composer avec les Verts, et on sent que les Allemands sont quand même un peu plus orthodoxes. Par exemple, le pacte de stabilité européen qui avait été un petit peu de côté. Là, ils ont plutôt tendance à dire il va falloir qu'on y revienne, et qu'on y revienne assez vite. Faut les suivre particulièrement, ces élections allemandes, ou plus que les élections françaises? C'est bien le sujet. C'est de savoir quel va être le poids des Verts dans la future coalition. Parce qu'en fonction de ce poids, vous aurez une volonté plus ou moins forte de retrouver les équilibres budgétaires rapidement ou pas en Allemagne. Alors ce qui est certain, c'est que l'Allemagne a bien compris que toute seule, elle n'y arrivera pas dans le monde. Que les principaux partenaires de l'Union européenne sont aujourd'hui affaiblis, ils ont une dette très importante. Donc pour moi, l'important, c'est pas tellement la question de la dette, c'est de savoir si la dette est utilisée de façon intelligente. Aujourd'hui, ils ont quand même réussi à s'arranger pour que les 2/3 de la dette soient systématiquement alloués à la transition numérique, la transition énergétique. Bien sûr. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, les Allemands, même s'ils ne sont pas forcément très contents du fait de voir les autres pays européens avoir une dette significative, aujourd'hui, ça n'empêche ils pilotent, entre guillemets, l'allocation des capitaux pour les 2/3 d'entre eux. Donc, d'une certaine manière, s'il n'y a qu'un tiers qui dérape et qui va, je dirais, au fonctionnement courant des États italiens, français ou autres, c'est pas forcément très grave. L'important, c'est que les deux autres tiers soient bien inscrits sur des programmes de croissance de long terme qui vont globalement permettre à la croissance européenne d'avoir un rythme supérieur de façon structurelle. Et ça, derrière, ça veut dire des rentrées d'impôts, donc une capacité à être solvable. Donc je pense que l'Allemagne, si elle est intelligente, si elle n'est pas juste dogmatique, comprendra ces facteurs-là. Et de toute façon, ses clients principaux, c'est la France, l'Italie, etc. Enfin, c'est l'Union européenne. Elle a intérêt à protéger ses clients. Pierre Bismuth, alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez effectivement, vous préfériez regarder ce qui se passe aux États-Unis, mais sur cette situation européenne. Donc l'inflation est le sujet de la BCE, mais n'est pas encore un sujet en tout cas en tant que surchauffe. Votre avis finalement sur cette situation européenne? On a parlé de la Banque d'Angleterre également. Donc là, pareil, c'est pas forcément
un sujet, ça pourra le devenir plus tard? Dans la Banque d'Angleterre, ça je pourrais pas m'exprimer parce que c'est vrai que depuis le Brexit, on regarde On regarde moins, Ouais, effectivement. on regarde moins, c'est sûr qu'on regarde moins. Et puis la livre sterling fait que le comportement de la livre sterling, en fait, bon, cette année est plutôt favorable contre l'inflation, mais l'année dernière, on peut dire que c'était quand même un vrai vecteur d'inflation. Donc ça, le jeu du change est quand même très difficile. Non, sur l'Europe, vous l'avez très bien dit, hein, on va avoir des élections allemandes avec la CDU qui a un programme qui s'adresse certainement au peuple allemand. Bien sûr. Et il va falloir que... Et on le regarde en tant que peuple français. Voilà, mais il va falloir vraiment que tout ça reste dans ce contexte-là, parce que moi, très honnêtement, en écoutant le programme, c'est délirant. C'est-à-dire qu'on est en pleine pandémie, alors certes on en sort, mais là on veut une orthodoxie budgétaire incroyable. En fait, on revient en 2011. Donc moi je me dis que les gens à l'extérieur de l'Europe vont regarder ça avec des yeux un peu étonnés, et vont se dire tiens c'est marrant, on repart encore dans nos pires travers. Après on a les élections françaises où alors ça commence on va peut-être avoir un jeu plus ouvert que prévu. Bien sûr, oui. En tout cas c'est ce que nous montre le premier tour des régionales, voilà. Effectivement. Voilà, mais en tout cas tout ça va créer possiblement de la volatilité, en tout cas de la volatilité dans les commentaires. Et c'est vrai que si on essaye de voir hors de l'Europe, on se dit quand même que c'est pas évident à comprendre. Voilà, donc c'est vraiment pas évident à comprendre. Quant à l'inflation européenne, si on était à 3% pendant 10 ans, je pense que tout le monde respirerait beaucoup mieux. Et rapidement, Pierre Bismuth, puis Vincent Lecartier, du coup, qu'est-ce que vous regardez dans ce contexte? On a adressé le contexte américain, le contexte européen, en termes de secteur géographique, en termes de thématiques. Qu'est-ce que vous regardez actuellement? Qu'est-ce qui attire votre œil? Alors nous, sur l'allocation d'actifs, on est quand même sur les fonds d'allocation d'actifs, on est quand même assez tranché, c'est-à-dire que sur la partie obligataire, on est plutôt favorable aux actifs risqués, donc tout ce qui n'est pas gouvernementaux, parce que on pense que les taux peuvent remonter en Europe. Alors ça dépend des moments. Donc là, tactiquement, on est plutôt neutre, mais c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est au rendement, par exemple. Sur la partie action, on est très diversifié, mais on voit bien que la gestion active a du mal en ce moment. Oui, et on voit la gestion passive reprendre de l'ampleur d'ailleurs. Exactement. Donc pour le vivre actuellement, je pense qu'il faut rester très ancré solidement sur son scénario. D'accord. Quand on a des biais croissance, les assumer et ne pas vouloir contrebalancer ou suivre le marché trop rapidement, parce que là les portes de saloon peuvent être très très difficiles. Mais c'est vrai qu'on si on est sur des valeurs croissances, on reste dessus, on n'adapte pas. C'est difficile. On peut adapter avec des nouveaux flux, mais c'est quand même très difficile. C'est ça, on sort pas. Effectivement, on peut adapter avec des nouveaux flux, mais on sort pas. Voilà, d'accord. C'est beaucoup trop rapide. En fait, le marché a des réactions extrêmement rapides, et c'est vrai que si vous voulez jouer des styles que vous n'aviez pas pour essayer de suivre, soit il faut être aussi rapide que le marché, ce qui est difficile, soit il faut plutôt tenir sur une allocation d'actifs assez stratégique. Et peut-être aussi parce qu'on est à fin juin et que, on le mentionnait en début d'émission, il y a le mois de juillet, le mois d'août qui sont historiquement peut-être un petit peu plus calmes ou ça ne rentre pas forcément en ligne de compte. Non, mais c'est vrai que cette rotation sectorielle de cette année, c'est très très bien que ça ait lieu au début de l'année. D'accord. Vincent Lecartier, même question. Qu'est-ce que vous regardez du coup en ce moment? Qu'est-ce qui attire votre œil? Qu'est-ce qui vous intrigue? L'allocation est assez proche, c'est-à-dire un biais américain qui reste fort, donc en clair un biais croissance sur le long terme qui pour nous doit prédominer dans une allocation patrimoniale. Un biais européen qui est fort et qui nous a beaucoup profité. On était très sous-pondéré sur les émergents. Donc pour le moment, on a une bonne année en termes d'allocation action. 2 ou 3 sujets qui moi m'intéressent de plus en plus, c'est le Japon et l'Allemagne. D'accord. Pour moi, c'est le même thème, c'est de dire qu'il va falloir être exposé à des pays qui sont des fournisseurs des pelles et pioches en fait industriels, et dans la mesure où il va y avoir des programmes sur plusieurs années de soutien, de transformation énergétique et ce genre de choses, c'est probablement 2 pays et donc des industries qui vont probablement beaucoup en profiter. Donc pour nous, c'est probablement un biais qu'il va falloir monter au fur et à mesure en puissance. La Chine, on était très, très sous-pondéré par rapport à nos confrères. Il va falloir qu'on en mette un peu.
Et pour nous, assez logiquement, il va falloir ponctionner ça sur l'allocation européenne, puisqu'en fait, on s'était positionné sur l'allocation européenne dans une lecture vaccinale, c'est-à-dire de dire que les émergents seraient les derniers servis, ce qui est effectivement le cas. Bien sûr. Que l'Europe a un biais cyclique et tourné vers l'international qui est fort, donc que ça permettait en fait de s'exposer au reste du monde sans prendre le risque vaccinal des émergents. Et qu'au fur et à mesure, il va falloir retransférer une partie des capitaux européens qui marchent bien en plus ces temps-ci. On prend des bénéfices là-dessus pour aller les réallouer progressivement vers les émergents qui eux aussi au bout d'un certain temps, finiront par sortir de la problématique coronavirus. Donc pour moi, la prochaine phase de dynamique cyclique, elle est probablement il faut probablement essayer d'aller la capter sur les pays émergents. Donc retransférer progressivement de l'Europe vers les émergents. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos expertises nombreuses sur ces sujets d'actualité avec nous. Vincent Lecartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave, et Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Merci à vous également et restez avec nous dans quelques instants. C'est le quart d'heure thématique.